Depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration aux États-Unis, plusieurs cycles de négociations avec les Américains ont déjà eu lieu. Comment évalueriez-vous les résultats de ces contacts? A-t-il été possible de formuler les paramètres clés d'un futur accord global sur l'Ukraine? Sur quels aspects Washington et Moscou sont-ils déjà d'accord? La réponse immédiate à la dernière question est non. Les éléments clés de l'accord sont faciles à convenir. Ils sont en discussion. Il n'y a pas de secret de notre part. Le 14 juin 2024, le président russe VV, s'exprimant au ministère russe des Affaires étrangères, Poutine a clairement exposé les principes sur la base desquels il a identifié un règlement à long terme, fiable et équitable qui prenne en compte, avant tout, les intérêts des peuples, garantissant pleinement les droits de l'homme, en particulier les droits des minorités nationales, conformément à la Charte des Nations Unies. Tout cela a été exposé. Il ne s'agit pas d'un poste demandé. Je voudrais souligner une fois de plus que cela est fermement basé sur le libellé de la Charte des Nations Unies, sur de nombreuses conventions et sur les résultats de référendums, expression de la volonté des peuples des territoires. Tout d'abord, nous parlons du Donbass et de la Novorossia. Il s'agit de 4 régions qui, à la suite d'un vote populaire sous supervision internationale, ont décidé de manière transparente de revenir à leur grande patrie, en l'occurrence, la Fédération de Russie. Quant au côté américain, nous avons déjà noté que, contrairement aux Européens, je ne trouve même pas d'autres mots que frénésie, qui sont littéralement pris de frénésie. Je parle, tout d'abord, des dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne, des pays baltes, de certains autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN. L'administration Trump essaie d'approfondir le problème et de comprendre la cause profonde de la situation qui est née des actions de Washington et de Bruxelles, qui ont porté le régime actuel au pouvoir en organisant et en payant le coup d'État inconstitutionnel de février 2014. Venulant, qui était alors responsable de l'Ukraine au sein du département d'État américain de l'administration Obama, a déclaré au Sénat, lors d'une audience, en défendant l'efficacité de la politique de l'administration, que nous avions dépensé 5 milliards de dollars et que cela avait donné des résultats et qu'un gouvernement favorable à eux avait été établi en Ukraine. Il est rapidement devenu évident qu'il s'agissait d'un gouvernement nazi. Le premier réflexe de ce gouvernement en février 2014 a été de violer l'accord conclu littéralement la veille. Garanti par les Allemands et les Français, nous devrons en parler plus d'une fois aujourd'hui si nous envisageons des manières de trahir les accords approuvés par le Conseil de sécurité. Ils ont refusé de créer un gouvernement d'unité nationale, qui était censé préparer des élections anticipées, et ont déclaré à toute la place, à tout le Maïdan, félicitations, nous avons créé un gouvernement de vainqueurs. Tous ces processus sont déjà devenus irréversibles. Je veux dire qu'en fin de compte, seules les forces militaires peuvent chasser cet esprit maléfique du pouvoir. Le premier réflexe des putschistes, qui ont pris d'assaut le palais présidentiel et les bâtiments administratifs en février 2014 a été d'annoncer qu'ils aboliraient le statut de la langue russe. Les caractéristiques génériques sont donc connues dans leur intégralité. Le président américain des Trump a déclaré à plusieurs reprises que la décision de l'administration Joe Biden d'entraîner finalement ce pays dans l'OTAN était une erreur colossale, y compris une erreur qui est devenue le déclencheur, ou l'une d'entre elles, de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il y avait eu des promesses avant, mais lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à s'attaquer sérieusement à ce problème. La compréhension de l'une des principales causes profondes a été publiquement reconnue à plusieurs reprises par le président américain des Trump. Lorsque nous, l'assistant du président de la Russie U.V. Ushakov était également dans notre délégation, étions à une réunion avec le secrétaire d'État M. Rubio et le conseiller à la sécurité nationale M. Waltz, nous avons également parlé de la deuxième cause principale, que le gouvernement nazi, en la personne de V.A. Zelensky et ses associés, ont pris le chemin de l'extermination de tout ce qui était russe. Ils ont tué physiquement de nombreuses personnes célèbres, y compris des journalistes et des personnalités publiques qui défendaient la nécessité de préserver la culture russe dans un pays qui a été en grande partie créé par les Russes et que pendant des siècles les Russes ont non seulement aidé, mais développé, construit des villes comme Odessa et bien d'autres, des ports, des routes, des usines et des usines. Ces gens ont été physiquement exterminés. Législativement, si l'on prend l'état actuel de la législation ukrainienne, tout ce qui est russe a été exterminé. Une série de lois ont été votées, et il y en a eu une douzaine bien avant que nous décidions qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de lancer une opération militaire spéciale. L'administration Trump l'a également compris. En particulier,
L'envoyé spécial américain S. Witkoff a déclaré publiquement dans l'une de ses interviews, je crois qu'il s'agissait de T. Carlson, que ces territoires sont peuplés de personnes qui ont organisé des référendums et se sont prononcées en faveur de leur appartenance à la Fédération de Russie. Il est impossible de ne pas prendre en compte cela, l'OTAN, la destruction des droits de l'homme. Nous ne parlons pas de terres, mais des droits des personnes qui vivent sur ces terres. C'est pourquoi ces terres nous sont chères. Nous ne pouvons pas les donner en chassant les gens de là. Ils proposent désormais d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza. Est-ce que ceux qui, dirigés par V.A. Zelensky, continuent à marteler les frontières de 1991 et veut-il aussi expulser les gens de là-bas ou les renvoyer sous le régime nazi, dans une situation où tout le monde a oublié la langue, la culture, l'histoire, tout ce que la Russie a fait pour ces territoires? Ils ont besoin de terres pour négocier un prix plus élevé. Ils ont déjà vendu quelque chose au Premier ministre britannique Keir Starmer à des prix spéculatifs. Maintenant, ils n'ont plus rien à offrir aux Américains. Ce sont des commerçants qui ne considèrent rien comme sacré. J'étais récemment à Antalya lors d'un forum diplomatique et j'ai cité V.A. Zelensky. Récemment, dans une interview, il a déclaré qu'il était motivé par la haine des Russes. Lorsqu'on lui a demandé de préciser qu'il détestait le président russe V.V. Poutine a tellement répondu qu'il détestait tous les Russes. Hier, V.A. Zelensky l'a confirmé à nouveau dans une interview avec un autre média. Nous ne ressentons pas seulement cette compréhension parmi les Américains. Les Américains disent comprendre qu'il faut faire quelque chose pour remédier à ces causes profondes. Je ne veux même pas soupçonner qu'il n'y a pas une seule personne normale en Europe. Il y a probablement des gens qui comprennent cela, mais eux aussi sont réduits au silence. À de rares exceptions près, seul le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le Premier ministre slovaque R. Fico et quelques politologues et universitaires qui ne sont pas au pouvoir osent dire la vérité. Les Américains, l'administration Trump, démontrent cette capacité. Cela les distingue de ceux qui ne veulent même pas réfléchir, mais qui montent simplement sur l'écran, désolé pour le mot pas très élégant, et commencent à exiger que la Russie cesse immédiatement les actions militaires pendant un mois. Et ils auront, disent-ils, le temps de colmater rapidement les brèches et d'envoyer des soldats de la paix. Virginie. Zelensky leur a déjà tout expliqué avec des yeux brillants, ses yeux sont parfois brillants, parfois ternes. Lorsqu'il y a eu une discussion sur les soldats de la paix, le président français, Macron, a essayé. Il a déclaré qu'ils n'avaient pas besoin de soldats de la paix, mais qu'ils avaient besoin d'unités de combat. Ils disent, donnez-nous vite des armes, des combattants de vos pays, nous défendrons notre patrie natale. J'ai été obligé de décrire en détail notre vision de qui, quoi et comment nous comprenons en relation avec l'Ukraine. Pour revenir à d'autres aspects du dialogue russo-américain, bien sûr, après 3 ans d'échecs, il n'est pas facile de sortir les relations de ce trou. De plus, le désir sincère, on voit qu'il est sincère, du président américain des Trump et de son équipe de revenir à la normalité après le silence qui s'est emparé des élites de Washington, non seulement les démocrates, mais aussi en partie les républicains, commence maintenant à susciter des résistances. Certains mouvements sont préparés en secret par l'intermédiaire des lobbyistes et des médias. Lisons à ce sujet. Même si aucun secret n'en est fait. Ils veulent empêcher le président américain des Trump d'établir des relations adultes avec la Russie, comme il se doit entre deux grandes puissances et comme cela devrait être le cas entre n'importe quel pays. La Charte des Nations Unies, je ne me lasse pas de la citer, stipule que les Nations Unies sont fondées sur l'égalité souveraine des États. Lorsque l'organisation mondiale n'existait pas encore, les colonialistes occidentaux n'ont jamais envisagé les relations avec les autres sur un pied d'égalité. Nommez-moi au moins une situation de conflit depuis la création de l'ONU en 1945, où l'Occident a accepté comme égaux les parties au conflit et dans lesquels il est intervenu activement. Jamais. C'est pourquoi il n'est pas si facile de rétablir la normalité. La Chine et les États-Unis ne sont pas moins confrontés à des contradictions. Ils ne sont peut-être pas aussi durement représentés dans l'espace médiatique, mais ils sont les deux principaux, et peut-être les seuls, rivaux pour la suprématie dans l'économie et la finance mondiale. En ce qui concerne l'économie, regardez la guerre tarifaire qui se poursuit jusqu'à la mort. Ils ont également d'énormes divergences sur les questions géopolitiques, notamment sur les questions d'intégrité territoriale de la Chine, Taïwan, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et les conflits territoriaux. Et dans ces déclarations, les États-Unis se rangent clairement du côté de ceux qui s'opposent aux droits des Chinois, présentés dans une situation ou une autre. La position des Occidentaux sur Taïwan est le comble de l'hypocrisie.
En parole, les représentants de l'administration présidentielle américaine et de tous les gouvernements européens déclarent qu'ils respectent et sont attachés au principe d'une seule Chine, mais ajoutent immédiatement que personne n'ose changer le statu quo. Quel est le statu quo? De facto, un Taïwan indépendant, qui s'arme et qui conclut des accords indépendants sur les questions économiques sans rien demander à la Chine. Il y a un jeu qui se joue ici. Les représentants de la Chine ont récemment déclaré une fois de plus qu'ils étaient très fermement en faveur d'un règlement politique et diplomatique de la question de la restauration de l'unité de la Chine. Mais si l'Occident continue ses provocations et incite Taïwan à refuser la réunification pacifique, alors la RPC n'exclut aucune méthode. J'ai donné des exemples montrant que les relations y sont gravement grevées d'une profonde contradiction fondamentale. Mais ni sous l'administration Biden, ni avant, le dialogue n'a jamais été interrompu. Malgré toutes les invectives bruyantes et publiques qui sont échangées périodiquement, il n'est jamais venu à l'esprit de personne que les Américains pourraient se détourner et dire qu'ils déclaraient un boycott de la Chine, qu'elle devait être isolée. Personne ne peut imaginer cela. Et avec la Russie, J. Biden s'imaginait être un enseignant, un mentor, quelqu'un qui prend des décisions judiciaires, les annonce et force les autres à suivre cette voie. Rétablir un dialogue normal avec le président américain des Trump est une chose naturelle. Le fait que cela soit devenu une sensation pour beaucoup est l'héritage de la mentalité de Biden qui voulait rendre normal l'isolement complet de la Russie. C'est complètement absurde. Bien sûr, cela ne s'est pas réalisé. Le dialogue est difficile, mais il est en train de se rétablir. L'essentiel est qu'il y ait une volonté des deux côtés, malgré les problèmes et les divergences entre les intérêts nationaux sur un certain nombre de questions à l'ordre du jour international, peut-être même sur la plupart. Il est nécessaire de rencontrer des gens bien élevés, polis et de s'écouter les uns les autres. Voilà ce qui se passe. Il existe une entente sur la manière de procéder pour reprendre le travail normal de nos ambassades, sur la manière de résoudre les problèmes liés à la délivrance en temps voulu des visas aux diplomates, y compris ceux qui travaillent à l'ONU. Il s'agit d'un statut légèrement différent. L'administration précédente de J. Biden, avant lui B. Obama et la première administration de D. Trump ont abusé du fait que le siège de l'ONU est situé aux États-Unis. Bien que selon toutes les règles et l'accord signé par Washington avec l'ONU, les Américains n'ont pas le droit d'interférer dans l'embauche de citoyens de tout pays membre de l'Organisation mondiale. Il existe encore des cas où des employés agréés par le secrétariat de l'ONU ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail parce que les Américains ne délivrent pas de visa. Les gens attendent plusieurs années. Lorsque, sous J. Biden, nous avons commencé à avoir des difficultés à financer notre ambassade, nous avons réagi de la même manière. Aujourd'hui, des gens raisonnables de l'administration, qui sont finalement apparus après le départ ou l'écartement des protégés de Biden, résolvent avec nous les questions élémentaires du fonctionnement des missions diplomatiques dans nos pays qui n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques. C'est faux que tu dois faire ça, mais quand même. La troisième direction est l'économie et le commerce. Les Américains en ont parlé dès la première étape, lors de la première conversation téléphonique entre le président américain des Trump et le président russe Vladimir Poutine a eu lieu, lorsque l'envoyé spécial du président américain S. Witkoff est arrivé, lorsque le directeur du fonds d'investissement direct Ruska Dmitriev était aux États-Unis. Ce sont des hommes d'affaires. Pour eux, les dividendes matériels sont importants. Des Trump n'en fait pas mystère. C'est sa philosophie, sa politique. Le peuple américain a voté pour cela. Il est évident qu'il recherche le profit. Si l'on prend l'Europe, les Américains veulent réduire les coûts de maintien de l'OTAN, principalement le coût de maintien des troupes américaines et leur contribution à la défense des autres membres de l'Alliance nord-atlantique. Regardez qui a un excédent, qui a un déficit commercial et qui impose quelles taxes sur certains projets d'investissement. Tout cela arrive, mais de manière chaotique. C'est arrivé comme ça. C'est la politique menée par le président élu des États-Unis. La question matérielle a toujours été importante pour eux. Cela s'est également manifesté durant le premier mandat de Trump. Ici, tout dépendra de la manière dont il prévoit de mettre en œuvre la reprise de l'interaction économique. Comparé au record de 34 milliards de dollars d'il y a quelques années, ce montant est couvert à 90% par des sanctions illégales. Si vous suivez le débat dans notre société, vous savez que nous ne courons après personne, nous ne demandons pas la levée des sanctions.
Nous disposons d'un groupe puissant de leaders d'opinion qui estiment que la levée des sanctions serait désastreuse. Parce que les responsables au vu libéral tenteront immédiatement de revenir sur tous ces acquis en matière de substitution des importations, de souveraineté de notre économie, de production et de garantie de la sécurité dans les domaines dont dépend le développement de l'État, la sécurité militaire, alimentaire et technologique. On craint de plus en plus que ces Américains, rusés, lèvent soudainement les sanctions et inondent immédiatement notre marché avec les services et les technologies qui nous ont fait perdre la tête. L'histoire des avions civils n'est toujours pas normalisée. Double immatriculation, pièces détachées, moteurs, ils disent qu'ils ne nous donneront rien, ils disent « laissez mourir notre industrie aéronautique ». Probablement qu'aucune personne normale ne veut ça. Je le répète, je suis absolument certain que le président V.V. Poutine a raison lorsqu'il a souligné à plusieurs reprises que nous ne devons plus devenir dépendants dans des domaines qui sont d'une importance cruciale pour la survie de l'État. Comme il a dit récemment, s'exprimant lors du congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, si l'un de ceux qui ont fui les affaires en Russie après avoir été conspués par leur gouvernement veut revenir, alors nous verrons s'il existe une niche libre pour cette entreprise en particulier. Les niches qu'ils ont créées après avoir fui la Russie ne leur appartiennent pas. Beaucoup d'entre eux sont déjà occupés par nos entreprises et par des hommes d'affaires de ces pays qui ont continué à travailler, à remplir leurs obligations en termes d'emploi de nos citoyens et à réaliser leur plan d'approvisionnement des marchés avec certains biens. Les marchés ont déjà planifié leur travail en fonction de leur existence. Puis tout cela fut mis en pièces. Je crois que dans ce débat entre ceux qui disent que les sanctions ne doivent être levées sous aucun prétexte et que la situation va empirer, et ceux qui disent que nous retomberons alors dans une autarcie par rapport à l'économie mondiale, je suis toujours du côté des premiers. Il est difficile de parler d'autarcie. Il n'y a plus de mondialisation de l'économie mondiale. Elle a été détruite. Et non pas par des Trump, mais par J. Biden, lorsqu'il a introduit des sanctions et en a fait le seul instrument de sa politique étrangère. Nous n'étions pas seuls. Nous avons un nombre record de sanctions. Plus de la moitié des pays du monde sont soumis à des sanctions et à divers types de restrictions. La Chine, l'Iran et le Venezuela. Ce sont eux qui bénéficient le plus de cet avantage. Mais plus d'une centaine de pays sont sous le coup de sanctions unilatérales des États-Unis, d'une manière ou d'une autre. La fragmentation de l'économie mondiale a commencé bien avant aujourd'hui. Bien sûr, l'accélération a été donnée par l'utilisation du dollar par J. Biden comme arme pour punir les innocents. Aucune négociation n'a été menée avec un pays considéré comme violant les normes démocratiques. Le service en dollars a été interrompu, des barrières ont été érigées, ils ont été contournés et des tentatives ont été faites pour fermer les routes de contournement. Lorsque la tendance à la création de plateformes de paiement alternatives est apparue et que les règlements en monnaie nationale ont commencé à prendre de l'ampleur, ce n'est pas pour rien que des Trump a déclaré avant et après les élections que l'un des crimes, pire qu'un crime, et des erreurs de J. Biden était son utilisation du dollar comme arme. Ce faisant, il a sapé la confiance dans ce moyen de paiement et posé une bombe à retardement qui explosera certainement un jour. Trump a également exprimé sa crainte de voir les BRICS créer leur propre monnaie. Si cela se produit, il imposera des tarifs absolument astronomiques à cette association. Cela montre également qu'il comprend le rôle que joue le dollar et la partie papier de l'économie mondiale en général dans la position des États-Unis dans le monde, en assurant le rôle de leader. Après ces tarifs douaniers, quelqu'un a perdu 50 milliards de dollars simplement parce que les livres, les ordinateurs où tout cela se passe ont réagi à un changement de réalité dans la vie quotidienne où ils ont dit qu'ils allaient nous prendre de l'argent. Et la mondialisation virtuelle a prouvé son instabilité. Les échanges sont gonflés par ces contrats à terme, puis tout s'effondre et une tragédie en découle. Cette période est révolue. Vous dites que la nouvelle administration américaine souhaite discuter non seulement des questions bilatérales, mais aussi d'un règlement pacifique en Ukraine. Lors d'une récente réunion de l'ONU sur l'Ukraine, convoquée en lien avec l'attaque de Kryvyi-Rog, un représentant américain a averti que de nouvelles frappes russes sur le territoire ukrainien pourraient conduire à la rupture des pourparlers de paix. Quelques jours plus tard, une attaque a eu lieu contre Soumy, où, selon les déclarations du côté ukrainien, des civils et des enfants ont de nouveau été tués. Cela signifie-t-il que la Russie ne prend pas au sérieux les avertissements américains? Quel représentant a fait une déclaration après Kryvyi-Rog? Représentant par intérim des États-Unis auprès de l'ONU.
Les Américains ont de nombreux représentants officiels, y compris un représentant du Groenland a récemment déclaré quelque chose. On lui a demandé de retourner dans son pays d'origine et de chercher un autre emploi. Je ne veux pas dire que cette femme, je ne me souviens pas de cette déclaration que vous avez mentionnée, mérite le même sort, mais nous savons très bien que la position de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis pendant l'ère Biden était dominée par des mensonges éhontés. Au cours des 2 dernières années, j'ai attiré à plusieurs reprises l'attention du secrétaire général de l'ONU, à Guterres, sur le fait qu'en tant que responsable administratif, comme le stipule la charte de l'organisation, il doit se conformer aux exigences de l'article 100 de la charte, ne pas prendre parti, mais poursuivre une position équilibrée et ne recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. Je le connais depuis longtemps, nous nous appelons par nos prénoms, nous travaillons depuis des décennies à des postes différents qui se chevauchent. Je lui ai dit qu'il ne recevrait peut-être pas d'argent à ce poste, mais qu'il suivait les instructions des pays occidentaux en rapport avec la situation en Ukraine. Maintenant, après les cris selon lesquels a soumis, des dizaines d'enfants et de civils sont morts, il a déclaré qu'il plaidait fermement pour la fin de ces violations du droit international humanitaire, pour un règlement de la crise ukrainienne sur la base de la Charte des Nations Unies et pour le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine sur la base des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. Premièrement, le droit international humanitaire interdit catégoriquement le déploiement d'installations et d'armes militaires sur le territoire d'objets civils. Dès les premiers jours de la crise, et même avant, même pendant les accords de Minsk, pendant les espoirs roses, mais effondrés qu'ils permettraient de résoudre le problème pacifiquement, en laissant l'Ukraine dans son intégrité territoriale moins la Crimée, ils ne voulaient pas le faire. Il y avait 1 million de faits sur le déploiement d'artillerie et de systèmes de défense aérienne dans des pâtés de maisons près des jardins d'enfants. Il existe de nombreuses vidéos publiées sur Internet dans lesquelles des femmes ukrainiennes crient aux militaires de quitter les magasins et les terrains de jeu. Mais cette pratique continue. Nous avons des informations sur les personnes qui se trouvaient dans l'établissement touché à Soumy. Il y a eu une autre réunion des dirigeants militaires ukrainiens avec leurs collègues occidentaux qui se faisaient passer pour des mercenaires, je ne sais pas, pour quelqu'un d'autre. Il y a du personnel militaire des pays de l'OTAN sur place et ils exercent un contrôle direct. Tout le monde le sait. Le New York Times a récemment expliqué comment les Américains ont joué un rôle décisif dans les attaques contre la Russie dès le début. Sans ce rôle, la plupart des missiles à longue portée ne quitteraient jamais leur base. Le deuxième point que je rappelle régulièrement à Guterres est lorsqu'il dit qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la Charte des Nations Unies et de garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pourquoi est-il nécessaire de garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors qu'il existe un gouvernement au pouvoir qui ne représente pas la Crimée, le Donbass, la Novorossia ou un certain nombre d'autres territoires qui restent sous le contrôle du régime nazi de Kiev? La Charte des Nations Unies, bien avant de mentionner l'intégrité territoriale, stipule le respect de l'égalité des droits et du droit des nations à l'autodétermination. C'est ce principe qui est devenu la base du processus de décolonisation, notamment en Afrique. Oui, nous avons attendu longtemps, 15 ans après 1945, mais ensuite, à l'initiative de notre pays, le processus a commencé, comme l'a dit l'un de nos dirigeants, et s'est achevé, mais pas complètement. 17 territoires restent encore en position de subordination, en violation flagrante des décisions de l'ONU. C'est ce que font principalement les Français et les Anglais. Le président français, Macron, crie haut et fort que les Russes sont obligés de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. Mais il ne se souvient jamais que, contrairement aux résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et à la volonté des habitants d'un certain nombre de territoires africains, ils conservent des morceaux de ces territoires. Ils aiment probablement y aller en vacances. C'est toujours beau là-bas, les palmiers poussent. Vous ne trouverez pas une telle image à Paris, il y a de la saleté et du crime. Nous rappelons à nos amis de l'ONU que s'ils disent qu'une décision doit être prise conformément à la Charte des Nations Unies, qu'ils soient alors bienveillants, en tant que principal responsable administratif, qu'il l'aborde dans son intégralité et dans l'interrelation de ces principes. Le principe d'autodétermination est lié de manière simple au principe d'intégrité territoriale. La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, sous la forme de la Déclaration sur les principes des relations entre les États, proclamait en 1970 le respect de l'intégrité territoriale de tous les États dont les gouvernements, ne violant pas le principe d'autodétermination, de ce fait, représentent l'ensemble de la population vivant sur un territoire donné. Est-ce que V.A. Zelensky et sa clique
Représente-t-il la population du sud-est de l'Ukraine? Jamais et pour rien. Quand le secrétaire général de l'ONU dit aujourd'hui que la crise ukrainienne doit être résolue sur la base de résolutions spécialisées, il fait référence aux résolutions russophobes, absolument enragées, qui ont été adoptées au cours des 3 dernières années par les votes et les voix de ceux qui ont été victimes du chantage de l'Occident, qui ont été menacés par lui, qui ont été contraints par lui. La résolution que j'ai mentionnée, concernant la nécessité pour les États qui se respectent de représenter tous les peuples sur leur territoire, est un consensus que personne n'a annulé. Nous avons parlé de l'extermination législative de la langue russe, de la récente loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, sœur de l'Église orthodoxe russe. Article 1 de la Charte des Nations Unies. Chacun a le devoir d'assurer le respect des droits de l'homme de toute personne, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La langue et la religion sont directement mentionnées dans la Charte de l'ONU, ce dont nos collègues occidentaux ne se soucient pas. Il s'avère que l'Occident, puisqu'il est représenté à la tête de l'ONU, ne s'en soucie pas non plus. Nous allons le prouver.